Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes aujourd'hui pour la conférence débat à l'occasion de la sortie du numéro 93 de la revue Agora Débat Jeunesse. Alors autant vous le dire tout de suite, on n'a pas choisi le numéro de la revue au regard de la question qui va sur laquelle on va discuter aujourd'hui, à savoir les jeunes des quartiers populaires. Pour cette conférence débat qui a été décalée une fois, on avait prévu initialement de pouvoir aussi inviter une association de quartier qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais à laquelle on pense bien fort. Mais malgré tout, on va vous raconter, et les coordinatrices du dossier vont vous raconter un peu l'histoire de ce dossier, comment il a été monté, pourquoi, de quoi il s'agit. Et puis ensuite, on a invité 3 chercheuses et chercheurs à venir discuter de ce dossier, sachant qu'ils n'ont et elles n'ont pas écrit, ils n'ont pas et elles n'ont pas contribué à ce projet de recherche. Tout ça, ça s'inscrit dans les activités de l'INJEP. L'INJEP, c'est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui porte la revue Agora Débat Jeunesse, qui est un institut de production de connaissances sur la jeunesse et les politiques de jeunesse, qui est aussi un institut qui capitalise tout un tas de recherches et de données dont l'ensemble est accessible sur le site internet que vous pourrez, sur lesquels vous pouvez retrouver pas mal de choses. Il y a des publications qui sont derrière vous que vous pourrez prendre à la sortie si vous voulez. N'hésitez pas à vous en servir, la recherche n'ayant que pour but d'être diffusée, circulée, travaillée et discutée. Ça sera bien l'objectif de la conférence débat, à savoir d'avoir un petit côté conférence. Donc là, on va plutôt nous prendre la parole. Et puis ensuite, vous donner la parole, vous permettre de réagir au regard de toutes les thématiques qui auront pu être discutées jusque-là. Et puis ensuite, éventuellement, d'aller un peu plus loin avec vos questions et puis les réponses qu'on pourra y apporter ou les ouvertures que ça suscitera. Donc sans plus attendre, je vais céder la parole tout d'abord à Christine Bellavoine et à Fanny Salane, qui sont les coordinatrices du dossier, qui sont donc les deux chercheuses qui ont initié depuis quelques années ce projet, et ce projet dans la publication, et avec l'idée quand même qui est importante de se rappeler, c'est qu'un dossier de revue de recherche n'a pas pour objectif d'être exhaustif et de faire l'état de la connaissance des jeunes des quartiers populaires en France en général, ni des jeunes des quartiers populaires en France hexagonale en particulier. Et donc là, elles vont vous raconter pourquoi ce dossier s'appelle Le ou les nous des jeunes des quartiers populaires, comment il s'inscrit dans un autre projet de recherche plus large qui a donné lieu aussi à d'autres publications. Ensuite, on verra une capsule vidéo de Véronique Borde qui ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui, qu'on verra sur l'écran qui est là. Et puis ensuite, Julie Couronné et Benoît Coquart interviendront chacun et chacune à partir de leurs propres expertises scientifiques pour continuer de discuter ce dossier avant qu'on puisse avoir un temps d'échange collectif. Et forcément, alors pour celles et pour ceux qui sont déjà venus, on finira à l'heure, voire un tout petit peu en avance, donc aucune difficulté sur la fin de la journée. Voilà. Christine, je te laisse la parole. Donc bonjour à toutes, à tous. Donc moi je suis Christine Bellavoine, donc avec Fanny Salane à mes côtés, nous avons coordonné donc ce dossier dans le numéro 93 Agora, donc qui s'intitule Les nous des jeunes des quartiers populaires. Alors nous avons proposé donc ce dossier parce que nous avons participé donc à une recherche plus large sur les jeunes des quartiers populaires, une recherche participative qui s'est appelée PopArt, qui a duré 3-4 ans. Avec le Covid, ça a rajouté une année, et qui a été coordonnée par Marie-Hélène Baquet et Jeanne Desmoulins. Donc cette recherche s'est attachée à documenter l'ordinaire en fait et la diversité de l'expérience quotidienne de la vie des jeunes des quartiers populaires. Il s'agissait d'une part de se départir un peu des problèmes qu'on a toujours un peu au départ quand on va regarder, observer, documenter les jeunes des quartiers populaires, les problèmes qui se posent dans le débat public, souvent qui sont à l'intersection des sujets qui concernent les jeunes, les milieux populaires, les quartiers populaires. Je vais en citer quelques-uns, la question des violences, la question des trafics, de la délinquance ou encore de la radicalisation, etc. On souhaitait, nous, partir à rebours de ces marqueurs forts dans les représentations pour vraiment travailler sur ce que les jeunes
disent eux-mêmes de l'ordinaire de leur vie dans les quartiers. Donc deuxième principe fort, redonner la parole aux jeunes, donc une recherche participative, on pourra y revenir euh, si vous le souhaitez après dans le débat, donner vraiment la parole le plus possible dans la construction de la connaissance produite à tous les échelons et jusqu'à la diffusion et le partage des résultats de la recherche. Cette recherche est donc déployée sur 10 villes, permettant donc de composer un spectre assez large de quartiers populaires en Île-de-France. Donc je vais quand même les citer. On a travaillé sur Suresnes, Nanterre, Villeneuve-la-Garenne, Saint-Denis, Aubervilliers, Paris 18e, Pantin, Corbeil-Essonnes, Clichy-sous-Bois, et avec une commune qui apparaît aussi dans le dossier, une commune un peu plus lointaine, une commune urbaine de Vers-Saint-Denis. Sur ces 10 terrains, donc des groupes ont été constitués qui représentent en tout environ 120 jeunes qui ont donc participé à la recherche. Tous n'ont pas été jusqu'au bout de la production du livre, mais une bonne partie est allée quand même très loin. Cette recherche a mobilisé aussi donc une quinzaine de chercheurs et autant de professionnels de jeunesse. Donc cette recherche a essayé de déployer une trame méthodologique commune. Tout d'abord des ateliers durant 6 à 9 mois sur chacun des terrains qui ont permis de travailler sur des thèmes précis, les parcours résidentiels, grande histoire, petite histoire, en utilisant aussi des outils de l'éducation populaire pour essayer de produire une connaissance aussi avec les jeunes et pas seulement avec les outils traditionnels donc de la recherche. On a travaillé aussi sur les lieux du quartier, qui était un prélude aussi à la réalisation de capsules vidéo que les jeunes ont fait eux-mêmes sur ce qu'ils souhaitaient montrer, dire de leur quartier, des lieux importants et de ce qui s'y déroule. Nous sommes revenus à quelque chose de peut-être plus classique en sciences humaines, des entretiens individuels avec l'ensemble des jeunes, qui nous a fait un corpus à analyser en commun sur les 120 jeunes. Et donc, ces entretiens ont été aussi orientés par le contenu et les premiers résultats des ateliers que nous avons faits avec eux. La deuxième étape de cette recherche a consisté à rassembler, réunir l'ensemble de ces jeunes sur un week-end. Donc, ça a été quand même une grosse entreprise de réunir plus de 100 jeunes pour travailler avec eux sur les premiers résultats, les premières pistes un petit peu d'analyse que nous avions après les ateliers, leur redonner un petit peu cette matière pour continuer à travailler avec eux à partir des mots, à partir d'ateliers, etc. Donc, c'est après la première rencontre métropolitaine que la question de la production commune d'un ouvrage c'est un petit peu définie, aussi à leur demande de continuer. Donc, un deuxième atelier avec tous les jeunes, les professionnels, les chercheurs s'est déroulé pour travailler vraiment à partir des mots choisis par l'ensemble des participants de la recherche pour aboutir à l'ouvrage. Donc les chercheurs présents dans les 5 articles qui sont présentés dans ce dossier, oui, on peut faire passer l'ouvrage voilà, qui a été un des aboutissants de la recherche participative, donc un abécédaire où l'ensemble des différentes parties, jeunes, professionnels, chercheurs, ont pu s'exprimer dans cet ouvrage. Donc, les chercheurs présents dans le dossier, la Agora, que Fanny va plus présenter, ont donc participé à l'ensemble de ce processus. Pour certains articles, on peut dire qu'il y a eu aussi une méthodologie augmentée, peut-être par rapport à ce schéma que je vous ai présenté. Pour son travail de thèse, par exemple, Alice Lancien, qui est là et qui pourra donc interagir avec vous, a mené en plus des observations et des entretiens supplémentaires sur ce qui se passait sur l'esplanade Nathalie Sarraute dans le 18e. De même, l'article que nous avons co-rédigé avec Fanny a bénéficié d'entretiens supplémentaires à Saint-Denis, d'animateurs jeunesse, et s'est alimenté aussi d'un travail de master qui a été réalisé sur Saint-Denis. Voilà, donc pour ce
dossier particulièrement, nous avons souhaité interroger ce que signifie pour les jeunes eux-mêmes être jeunes de quartier. Cette appellation qui est d'abord quelque chose qui est extérieur à eux, hein, on en a parlé, enfin j'ai commencé un peu par ça, qui est quand même quelque chose qui se réfère à des représentations plutôt négatives, comment eux-mêmes se définissent, qu'est-ce qui fait identification commune, qu'est-ce qui fait un nous, quand ils disent nous, de qui parlent-ils? Bien sûr, c'est ce qu'ils partagent, c'est ce qui crée des identifications collectives, mais aussi ce que nous voulions interroger dans ce dossier, c'est l'évolution de ces différentes affiliations. Être jeune de quartier ne signifie pas qu'on est que jeune de quartier et que cette étape ne bouge pas. Donc, ça signifie aussi des affiliations très différentes, des évolutions et des différenciations. Il s'agissait de tenir à la fois donc ces constructions et des constructions des nous. Bien sûr, l'ensemble de la recherche pop art aborde beaucoup plus de sujets que ce qui nous a été permis de parler dans ce numéro d'Agora. Sur cette question des identifications, des affiliations et de se sentir partie prenante de groupes ou de communautés. On pourrait citer la question de la religion qui est apparue dans notre recherche comme quelque chose de très important pour les jeunes. On n'a pas d'article non plus dans ce numéro spécifique sur les discriminations qu'on subit ou que pensent subir beaucoup de jeunes, et notamment vis-à-vis de la police. C'est quelque chose qui est revenu dans l'ensemble de nos terrains et de manière assez, assez massive. Bon, c'est quelque chose qu'on a pensé peut-être être assez documenté. Donc, on a peut-être préféré aborder ces questions sous des angles peut-être qui étaient moins éclairés. Voilà, donc nous avons essayé de parler à partir, par exemple, des questions des transformations urbaines que connaissent beaucoup des quartiers populaires sur lesquels nous avons travaillé, ou par exemple ce qui fait histoire commune pour les jeunes, ce qui est peut-être aussi un aspect qui n'est pas souvent abordé. Merci. Donc moi, je vais vous présenter le contenu du dossier, donc à la fois peut-être pour vous donner envie de le lire pour celles et ceux qui l'auraient pas fait, et puis peut-être ça fera écho à la lecture que vous en avez déjà fait. Donc le dossier, il est organisé en 2 axes, 2 grandes parties. D'une part, un axe qui explore les expériences communes partagées, donc sur le ou les nous des jeunes des quartiers populaires, et puis l'autre axe sur la dialectique nous-eux, parce que s'il y a des nous, il y a aussi des eux, et donc cette dialectique qui est générée par les expériences de l'altérité. Alors pour le premier axe sur les expériences communes partagées, c'est exploré à travers 2 articles. Donc le premier article est un article de Marie-Hélène Baquet, Emmanuel Bélanger et Hélène Alsfeld. Donc Hélène est là, je l'ai vue arriver. Et donc elle pourra, voilà, elle pourra éventuellement réagir. Donc cet article s'intéresse à la place de l'histoire dans la construction d'une affiliation collective des jeunes de quartiers populaires. Il se demande comment les trajectoires individuelles de ces jeunes rencontrent finalement des événements collectifs, passés ou présents, et finalement dans quelle mesure ces événements-là constituent des repères communs. Donc ça a été dit tout à l'heure, à partir d'un outil de l'éducation populaire qui est appelé Petite Histoire, Grande Histoire, une frise chronologique a été constituée, a été réalisée et a été commentée avec et par les jeunes. Et dans cette frise, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regrouper finalement trois grandes catégories d'événements de date. Ce qui ressort en premier, c'est la question des attentats, qui est beaucoup évoquée par les jeunes comme étant des événements vécus de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Donc la première date, c'est Paris 2015 qui ressort très fortement, et puis New York 2011, et puis ponctuellement Londres 2017 et Toulouse 2012. À côté de ce premier groupe qui concerne les attentats, on a les compétitions de foot qui ressortent aussi très fortement comme étant des événements marquants. La Coupe du Monde 1998, la Coupe du Monde 2006 et la Coupe du Monde 2014 ont été évoquées. Et un troisième groupe de dates et d'événements concerne l'histoire des discriminations et des luttes contre le racisme en France ou ailleurs, et notamment à travers
l'évocation des États-Unis et de certaines figures historiques marquantes en lien avec ces combats-là. Et donc finalement, cet ensemble de dates dessine un cadre commun marqué par une sensibilité forte aux questions de racisme et de discrimination. Et ce qu'on peut noter, c'est que dans ces 3 groupes que je viens de vous donner, les attentats, les compétitions de foot et l'histoire des discriminations et des luttes contre le racisme, ça met en valeur finalement des événements avec lesquels se rejoue, selon les auteurs de l'article, le rapport aux origines et à la société française. Et notamment, ça se voit dans les entretiens en ce qui concerne les attentats. Au-delà de la peur partagée que ces attentats ont inspirée, ce qui ressort aussi, c'est que ça a accentué le processus de stigmatisation subi par les personnes musulmanes et parfois, par extension, par les habitants de quartiers populaires. A contrario, dans ce même article, ce que montrent les auteurs, c'est que l'histoire politique des quartiers populaires semble peu connue finalement des jeunes, ressort peu des discussions, ressort peu des ateliers, ressort peu des entretiens. Et si les révoltes sociales de 2005 sont évoquées, c'est finalement relativement à la marge et majoritairement sous le prisme de 2 prénoms, Ziad et Bouna, sans que leur mort soit vraiment associée aux révoltes. Et donc pour les auteurs, l'histoire des luttes dans les quartiers populaires ne semble finalement pas ou peu avoir été transmise. Dans ce même axe, le deuxième article, c'est l'article de Christine Bellavoine et moi-même, qui s'intéresse aux structures jeunesse qui sont présentes dans les quartiers populaires et aux professionnels et professionnels qui y travaillent. Ce que l'on montre avec Christine, c'est que la fréquentation de ces espaces contribue à la construction d'un nous des quartiers populaires. Elles apparaissent pour les jeunes avec lesquels on a travaillé en tout cas comme centrales dans les parcours de vie de certains jeunes. Et elles sont souvent inscrites dans le quartier, elles apparaissent comme des lieux de proximité, comme des lieux de protection aussi. Ces 2 entités, protection et proximité, souvent symbolisées d'ailleurs par la figure parfois quasi paternelle de certains animateurs avec des termes de c'est notre papa à tous, c'est ma deuxième maison, c'est comme si c'était mon père, etc. Et il en est aussi de même pour les professionnels et professionnelles qui travaillent dans ces structures. C'est vraiment à partir d'un ancrage local, à partir de compétences locales, qu'ils construisent finalement leur légitimité. Et donc, c'est à partir de relations tissées sur du temps long, au quotidien, que la confiance avec les jeunes et avec les familles s'établit. Cette reconnaissance qui est centrée sur le quartier, qui est centrée sur ses spécificités, s'accompagne parfois, en tout cas dans le discours des professionnels que l'on a rencontrés, avec lesquels on a travaillé, d'un soupçon de manque de professionnalité ou de collusion avec les pratiques de certains jeunes. Et donc, ce que l'on a écrit, je nous autocite, c'est que cette suspicion s'ancre notamment dans le spectre de la politique des grands frères, qui ressort beaucoup dans les discours, qui serait symbole d'une non-professionnalité et d'un enfermement des professionnels et professionnelles dans une identité et un territoire dont ils et elles devraient se démarquer. Donc, ils construisent leur légitimité à partir du territoire, mais il y a une forme d'injonction finalement à s'en détacher, à en sortir. Ce qui fait que les professionnels se trouvent dans une tension difficile à tenir finalement entre une valorisation mais aussi un dénigrement de la sociabilité de quartier, donc entre une mise à distance et une adhésion à un nous englobant. Voilà, donc là maintenant je vais passer au deuxième axe du contenu du dossier, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons montré finalement comment l'existence d'un ou des nous a mené à identifier un possible ou des possibles eux, et donc à analyser cette division avec une approche dialectique. Dans cet axe-là, on a 2 articles qui s'intéressent au regard que les jeunes portent sur les évolutions de leur quartier et sur leur transformation urbaine et sur l'altérité que ces transformations produisent.
Donc, le premier, c'est celui d'Alice l'Ancien qui est ici, qui analyse donc l'évolution de l'espace de l'esplanade Nathalie Sarraute dans le 18e arrondissement et la place des jeunes dans le processus de transformation urbaine à travers un prisme spécifique qui est le prisme des assises. Et donc, elle démontre dans cet article que s'intéresser à une pratique, à savoir celle de s'asseoir dans l'espace public, permet d'analyser plus globalement le partage de l'espace, les enjeux de cohabitation et les pratiques sociales et spatiales à l'œuvre. Ainsi, elle montre que il existe des attentes partagées, notamment partagées par les jeunes, d'une revalorisation matérielle et symbolique du quartier et finalement une adhésion importante des jeunes à ce projet de revalorisation, même si finalement ils émettent des doutes sur le fait de pouvoir, en tant que jeunes habitants de ce quartier, pouvoir effectivement bénéficier de ces transformations et des services qui se développent, des bars, des commerces, des aménagements urbains, etc. Donc, l'article montre bien que même s'il y a finalement un accord sur le bénéfice de cette revalorisation, il y a une émergence d'enjeux, voire de conflits autour de l'usage des places assises et de l'usage de cette esplanade qui est pensée comme un espace ouvert, comme un espace de circulation et qui, dans les faits, est un espace d'interaction multiple et de frottement finalement des sociabilités. Et ce qu'elle met en lumière, c'est que l'usage et le détournement du mobilier font l'objet de négociations entre les jeunes, les professionnels de jeunesse, les commerçants, les habitants, etc. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'elle nuance du coup les approches parfois un peu caricaturales qui opposeraient des gentrifieurs qui imposeraient leur vision du quartier dans une visée normalisatrice à des personnes qui seraient dans une position de gentrifiés. Et elle observe que les différentes parties prenantes finalement sont amenées à faire des compromis pour ne pas s'exclure et pour se forger une place dans cet espace de négociation. Suite à cet article, il y a l'article de Grégory Busquet, Jeanne Demoulin et Claudette Lafaille, qui lui s'intéresse aux réactions des jeunes face aux transformations urbaines. Donc, si l'article d'Alice était centré sur un lieu, là, on a affaire à une analyse transversale de plusieurs terrains de recherche, de la recherche pop art. Et cet article analyse les tensions entre ce qui constitue du commun et ce qui produit la diversité dans l'expérience des jeunes de quartiers populaires face à la transformation urbaine. Ce que constatent les auteurs, c'est que la plupart des quartiers populaires sont concernés par des changements urbains, c'est ce qui en fait quand même des expériences communes. Et cela crée une communauté d'expériences pour les jeunes qui y grandissent et qui y vivent. Tous les jeunes ne réagissent pas de la même manière face à ces changements, mais ce que l'on constate, c'est que la plupart du temps, ils en valorisent les bienfaits esthétiques. Par contre, un certain nombre soulignent, et parfois les mêmes, soulignent la violence de ces transformations qui sont effectuées la plupart du temps sans prendre en compte les habitants, leur histoire et leur identité. Par ailleurs, ces transformations urbaines s'accompagnent la plupart du temps de l'arrivée de nouvelles populations, arrivées qui interrogent les jeunes et leur place dans ces espaces. Et donc, si l'expérience de l'altérité peut favoriser l'aspiration à d'autres modes de vie, elle peut aussi renforcer, et là je cite l'article, un sentiment de menace et de stigmatisation qui vient réactiver un nous incertain en opposition à un eux plus bourgeois, plus aisé, plus blanc, etc. Ainsi, les aménagements sont perçus comme s'adressant à ces nouveaux habitants, ces nouveaux arrivants, et non pas forcément aux habitants historiques, créant alors de l'incertitude quant à leur possibilité à terme de pouvoir rester dans leur quartier. Enfin, et je finirai la présentation du dossier, il y a donc dans ce dossier un 5e et dernier article de Claire Arago et Claire Cariou,
que nous avons positionné un peu en contrepoint des précédents, puisqu'il aborde les expériences de jeunes de milieux populaires habitant en pavillon, et qui est situé sur la commune de Vers-Saint-Denis. Et ce qui est intéressant, c'est que ces derniers qui évoluent, donc ces jeunes de pavillon, qui évoluent dans un territoire périurbain, construisent des affiliations identitaires qui s'ancrent à la fois dans une culture des quartiers populaires, que leurs ascendants ou eux-mêmes ont connu dans leur trajectoire résidentielle, et dans des expériences de déplacement social et territorial. Donc ces appartenances mobiles ne font pas obstacle finalement à la revendication d'un nous, qui se constitue à partir des trajectoires résidentielles convergentes et d'affiliations territoriales plurielles. Selon ces deux auteurs, ce nous offre en définitive un capital culturel qui fait du périurbain pavillonnaire un lieu d'assurance et de réassurance et qui leur permet de naviguer entre différents mondes sociaux. Et pour conclure sur la présentation de cet article, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que ce nous ne masque pas toutefois des disparités et des divisions sociales, raciales et genrées entre ces jeunes, et mettant finalement en lumière les vulnérabilités et les risques de décrochage auxquels sont exposés ce que dans la littérature sociologique on appelle ces petits moyens. Voilà. Je passe la parole à Christine pour la conclusion. Donc, ce qui nous semble important, donc peut-être de pointer, c'est que bien sûr le nous des jeunes de quartiers populaires se travaille à partir des expériences communes, des expériences vécues au sein de ces quartiers, des groupes de pairs, des espaces jeunesse qui y sont localisés. Mais il nous semble important de montrer aussi que ces appartements sont loin de refléter un enfermement. Dans les projets urbains, on parle d'enclavement, de désenclavement. Donc ça n'est absolument pas un monde clos tel que les représentations le présentent souvent. Les références communes sont à la fois très liées à ce qui se passe effectivement dans le quartier, mais à la fois très ouvertes sur le monde. Ainsi, le foot, c'est les pratiques qu'on fait tout petit dans le quartier, mais c'est aussi les coupes du monde, c'est aussi les discussions sur les salaires des grands joueurs. Donc c'est à la fois très en grande proximité et à la fois ça ouvre beaucoup. Les jeunes de la recherche ont aussi mis en avant d'ailleurs souvent la diversité culturelle de leur quartier qu'ils opposent à l'homogénéité sociale d'ailleurs de Paris. Les deux articles sur les transformations urbaines nous rappellent que les habitants des quartiers populaires connaissent aussi de profondes transformations au sein de leur milieu de vie. Quand ils restent de leur quartier, ce sont les quartiers qui bougent, mais les familles bougent également. Et donc, loin d'être un monde clos, les quartiers populaires aussi voient leurs habitants bouger et se confronter à de l'ailleurs, à de l'altérité. Même si ces transformations subies le plus souvent, quand les habitants restent dans leur quartier, sont vécues sur un monde contraint, elles peuvent aussi donc ouvrir, on le voit avec les articles, offrir pour certains de nouvelles aspirations, de nouvelles affiliations ou en tout cas de nouveaux possibles. Ces représentations d'un quartier enfermant supposent en creux qu'il est attendu d'en sortir, de se mettre en rupture de ce quartier ou de cette sociabilité de quartier pour que ce temps de jeunesse soit considéré limite comme une réussite. Donc cette rupture, elle est souvent pensée de manière implicite, comme un effet induit des politiques de projets urbains et donc de mixité sociale qui ferait qu'on romprait avec cet enfermement social. Elle peut être aussi, on le montre dans l'article sur les professionnels de jeunesse, elle peut être attendue de ces derniers dans leur capacité à sortir les jeunes des quartiers. A contrario, et de manière beaucoup plus diversifiée, il nous semble que les articles nous montrent des jeunes qui peuvent à la fois reconnaître les affiliations qui les ont construits à l'intérieur du quartier, de la famille, les appartenances communes qui font un nous, et non pas contrairement, et s'y appuyer pour poursuivre leur propre cheminement de manière différenciée, leur propre parcours scolaire, professionnel, etc. Bon, je vais m'arrêter. Merci beaucoup Christine, merci beaucoup Fanny. Alors comme tout le monde, vous allez découvrir en fait la capsule vidéo de Véronique Borde, qui est chercheuse à l'Université de Toulouse
et à qui on va céder la parole, à qui on a demandé, voilà, l'exercice. Elle n'a pas participé à cette recherche, hein, Pop Art, mais elle a fait l'exercice de lire le numéro et donc elle vient en proposer une lecture du haut de son expertise sur l'engagement des jeunes, la participation des jeunes et sur les questions de jeunesse même plus largement. Bonjour, donc je suis Véronique Bord, professeure des universités en sciences de l'éducation et de l'information à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Donc on m'a demandé de réagir au dossier Agora sur le nous des jeunes des quartiers populaires. Donc je travaille depuis quelques années sur la question des jeunesses, des politiques jeunesse. Ce qui m'intéresse, c'est la question de la place, celle qu'ils prennent, celle qu'on leur donne, mais ont-ils vraiment le choix? C'est une vraie question. Donc ce dossier m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup intéressé. Il traite principalement du nous des jeunes des quartiers populaires, ce qui rejoint finalement mes préoccupations de chercheur. La question de la place et la question du nous sont fortement en lien, car je le pense. Donc je travaille sur la place à partir de 3 dimensions: la place choisie, la place attribuée, la place dédiée. Le nous peut aussi entrer dans ces 3 dimensions. Comment les jeunes choisissent de s'inscrire dans une appartenance à un nous dans lequel ils se retrouvent? Comment les jeunes sont inscrits dans un nous par d'autres, un nous dédié qui serait en lien avec une histoire dans laquelle ils seraient inscrits malgré eux par d'autres, sans pouvoir y échapper? Un nous attribué qui serait imposé à partir d'une représentation de ce qu'ils sont, des jeunes des quartiers populaires. 5 articles constituent ce dossier, explorant la question de l'histoire commune ou l'héritage commun, la construction ou la déconstruction de ce nous, du point de vue des pratiques professionnelles et institutionnelles, la place des jeunes dans l'espace public, les effets de la transformation des lieux de vie des jeunes, et enfin, le dernier article propose une étude de cas pour saisir comment les jeunes maîtrisent ce fameux nous lorsqu'ils habitent dans des quartiers où il y a des pavillons modestes. J'ai eu l'occasion d'assister à une restitution à Nanterre de la recherche Pop Art. J'étais venue avec 3 éducateurs spécialisés avec qui je travaille depuis 4 ans dans le cadre d'une recherche-action. Donc cette recherche-action a des points communs avec cette recherche qui est présentée aujourd'hui. Les 3 éducateurs spécialisés ont souhaité travailler avec moi suite au constat que finalement les jeunes se confient à eux lors de séances de travail de rue, mais ils ne savent pas quoi faire de cette parole et ils souhaiteraient pouvoir faire apparaître cette parole, faire apparaître le quotidien des jeunes tel que les jeunes le vivent et le parlent. Donc l'idée, ça a été donc d'aller avec eux et de profiter de séances de travail de rue, ce que je fais encore aujourd'hui, plutôt le vendredi après-midi, et d'aller à la rencontre de ces jeunes. Ce que nous voyons et analysons depuis 4 ans trouve des similitudes avec le travail qui est présenté aujourd'hui dans ce dossier. Donc, je vais m'appuyer sur cette recherche pour essayer de faire des liens. Donc, les jeunes que nous rencontrons sont dans l'espace public. Ils ne fréquentent pas d'accueil jeune. Ils viennent quelquefois au club de prévention parce qu'ils ont un besoin spécifique. Et ils vont, en fait, le seul lieu qu'ils fréquentent aussi, c'est la mission locale. Donc, nous travaillons avec ces jeunes et ce sont des jeunes que nous rencontrons dans l'espace public. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes qui nous sont proposés, on fait du travail de rue et au fur et à mesure de notre travail de rue, on rencontre des jeunes. Donc, ces jeunes-là, ce n'est pas toujours les mêmes que l'on voit. Voilà, ils sont volatiles. Pour certains, on les voit régulièrement. Pour d'autres, on les perd, puis on les retrouve. Tout dépend un peu de leur parcours. Donc, ces jeunes sont dans l'espace public où ils pratiquent une activité illicite. Ils sont inscrits dans le trafic de stupéfiants. Donc, ils vont avoir des postes différents. Nous, ce que l'on voit, ce sont les guetteurs et les revendeurs, plus les guetteurs d'ailleurs. Chez les revendeurs, quelquefois, sont à l'intérieur des immeubles ou moins visibles. On voit aussi quelquefois les gestionnaires, ceux qui gèrent les équipes, puisqu'il y a un système de gestion d'équipe
et de gestion finalement du trafic. Ces jeunes ont entre 12 et 25 ans. Donc, l'activité dans laquelle ils s'inscrivent n'est pas anodine, indépendamment du fait qu'elle est interdite, évidemment, par la loi. Elle peut être analysée comme un espèce de rituel au sein d'un vécu commun qu'ils développent depuis quelques années dans le quartier du Mirail. Donc, nous, ce que l'on a fait avec ces éducateurs spécialisés, on s'est intéressé d'abord à l'organisation du trafic, comment ça fonctionne, et puis on s'est intéressé aux trajectoires, un peu comme dans le dossier, aux trajectoires individuelles. Et ce que l'on constate, c'est un vécu commun qui les inscrit dans un nous, une appartenance qui n'est pas seulement spatiale. Ils n'habitent pas tous le quartier dans lequel ils travaillent, d'accord, mais bien en lien avec leurs conditions de jeunes de quartier populaire. Ce qui fait nous, c'est cette expérience dans le trafic, mais aussi leur origine, leurs conditions sociales, leur religion et leur trajectoire. Ils sont de confession musulmane, ce qui se traduit par le respect du ramadan. On ne les voit pas prier. Le vendredi, par exemple, quand on y est, ils ne s'arrêtent pas pour aller prier. Par contre, le ramadan est quelque chose de très respecté. Contrairement aux jeunes de la recherche qui est présentée aujourd'hui, ils ne connaissent pas l'histoire des politiques des quartiers populaires. Par contre, ils sont très informés de façon diverse et variée, plutôt par les réseaux sociaux. Donc, il faut mettre des guillemets dans informés. Donc, par contre, ils savent au quotidien, ils suivent au quotidien ce qui se passe dans le monde et dans d'autres villes. Par exemple, ils vont discuter volontiers du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ils n'évoquent jamais les conflits sociaux passés ou actuels, et ils n'évoquent jamais la question des violences dans les quartiers populaires du point de vue des différents épisodes qui ont eu lieu ces dernières années. Ils disent qu'ils ne sont pas concernés, en fait, par ces conflits-là. Par contre, ils ont une mémoire de ce qui se passe dans le quartier. Bon, par exemple, quand il y a des fusillades ou quand il y a des histoires de descente de police, ça, ils ont cette mémoire-là. Et plus généralement dans Toulouse, par exemple, ils ont la mémoire de l'événement avec Mohamed Merah. Pourquoi? Parce que Mohamed Merah a habité dans le quartier. Donc, cette mémoire-là, cette histoire-là, cette histoire commune, elle est constituée de leur quotidien qui leur est proche, finalement. Donc, ils vont avoir une mémoire commune autour de la descente de police, du trafic, et surtout de la déscolarisation et de leur propre trajectoire. Le trafic est donc ce qui fait le nous, finalement, de ces quartiers au moment précis où ils sont inscrits dans le trafic. Ils s'y engagent comme un rituel de passage, leur permettant ensuite de faire autre chose. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc, le décrochage scolaire est un élément important aussi de ce nous. C'est ce qui fait commun, finalement. Ils sont tous dans des situations de décrochage scolaire. Le trafic est une façon de rentrer dans une activité rémunérée, c'est ce qu'ils nous disent, et d'entamer finalement un processus de socialisation professionnelle. Comment ils apprennent finalement à se lever, à tenir un poste, à être salariés, à rendre des comptes et à être productifs. Donc, la prison fait partie de ce nous, comme une expérience dont ils parlent peu, mais qui existe et qui fait partie du nous. Les jeunes devenus adultes, quand on les rencontre, eux, ils nous parlent des jeunes actuels comme eux. Donc, ils ne les intègrent pas dans leur nous, d'accord. Ils les placent dans un groupe auquel ils n'appartiennent plus, d'accord. Eux, ils ont fait du trafic, d'accord, mais ils étaient discrets, on ne les voyait pas. Donc, ce nous qu'ils avaient à l'époque n'est pas le même que le nous que vivent les jeunes aujourd'hui dans le quartier. Je ne vais pas parler ici de la question des professionnels de jeunesse dans les quartiers populaires. Je les observe depuis pas mal d'années, d'accord. Souvent, je les observe dans leur structure ou face à des injonctions. C'est très à la mode en ce moment d'aller vers. Et ce aller vers, finalement, il est pris comme une injonction et on n'y met pas beaucoup de sens. Cela dit, je me garderai bien de faire des généralités ici.
Je finirai mon propos en abordant la question des jeunes dans les quartiers, dans l'espace public, pardon, je ne vais pas y arriver. Mes observations des quartiers populaires montrent, comme d'autres avant moi, en ce moment, une appropriation des espaces publics par les jeunes de façon différente. Si on est une femme, on ne va pas s'approprier l'espace public de la même façon. On va se l'approprier en fonction de son statut. Si on est une jeune mère ou si on est une jeune femme, on ne va pas traîner ou être vu dans l'espace public de la même façon. On va être plus ou moins visible. Pour les hommes, l'espace public est attribué différemment en fonction de ce qu'on y fait. Voilà. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si je reprends mon exemple de la recherche-action, les jeunes sont dans des espaces publics pour travailler. En tout cas, ceux que l'on rencontre, ils sont là pour travailler. Ils sont en bas d'immeuble, devant le hall, à l'extérieur ou à l'intérieur, selon le poste qu'ils occupent. Voilà. Ils sont visibles, le plus souvent assis sur des chaises, soit données par les habitants, soit récupérées dans des encombrants. Et d'ailleurs, quand ils ne sont pas à leur poste, la chaise reste, ce qui est assez intéressant à observer. Donc, ces dernières années, ils sont devenus de plus en plus visibles. Et ça, c'est une observation que font les éducateurs spécialisés, parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent dans le quartier. Donc, plus le temps passe et plus les jeunes sont visibles. Tout le monde sait où les trouver. Il y a des points de deal qui sont repérés. On sait où ils sont. On sait à quelle heure ils sont là et ce qu'ils font. Donc, et on sait qui va être là, à quelle heure, puisqu'il y a des équipes, puisque c'est une vraie organisation de travail, puisqu'il y a des équipes qui se relaient pour avoir un temps de travail plus élargi. Donc, tout le monde sait, aussi bien les habitants que les clients, que les professionnels et la police, évidemment. Il n'y a donc pas, contrairement à ce que j'ai pu lire dans le dossier, de négociation d'occupation de l'espace public. L'espace public, il est conquis par ces jeunes-là, en tout cas dans certains lieux, c'est-à-dire devant les entrées d'immeubles ou sur les bas d'immeubles. Le reste de l'espace public, il est plutôt conquis par les familles ou les enfants avec les jeux, etc. Donc ces jeunes-là, ils sont là. Quand la police ou les services de sécurité privés qui sont engagés par les bailleurs passent, ils disparaissent et puis ils se déplacent simplement, ils vont se mettre ailleurs et puis ils reviennent. Donc un exemple, par exemple, l'autre jour, on était avec 2 éducatrices spécialisées, on faisait un tour, on faisait du travail de rue et on arrive sur un point de deal qui est assez connu, donc sur lequel on voit des jeunes depuis assez longtemps. Et là, les jeunes s'étaient déplacés. En fait, ils étaient montés à la ligne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sur la route qui passe, parce qu'il y avait des policiers partout. Il y avait des camions de police stationnés, puis des camions de police qui circulaient. Et donc, ils étaient là. Donc, on arrive, on discute avec eux. Ils étaient sur la ligne, donc loin de leur point habituel, mais pas si loin que ça. Voilà. Et on discutait, et du coup, la police est arrivée, un policier est arrivé, il a discuté avec nous, puis il est reparti. Et du coup, les jeunes sont repartis prendre leur place dans l'espace public. Donc, même quand la police est là, ils disparaissent du point de deal, mais ils disparaissent pas de l'espace public, ils restent visibles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces jeunes se déplacent, mais reviennent toujours au même endroit. Voilà. Donc finalement, c'est en ça que je dis qu'il n'y a plus de négociation de l'espace public. L'espace public est acquis et leur place dans l'espace public qu'ils occupent là est acquise. Donc l'espace public, il est investi par les jeunes qui sont sur des postes de travail. Lorsqu'il y a une modification de l'espace public, les jeunes vont s'adapter. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'en aller, ils vont s'adapter. Ce qui veut dire aussi que les modifications d'espace public ne vont pas améliorer les jeunes. Vont pas améliorer la condition des jeunes dans l'espace public, mais vont plutôt les obliger à s'adapter. Par exemple, il y a eu une période où les halls d'immeubles, ils sont accessibles, certains halls d'immeubles sont accessibles par deux entrées. Et les bailleurs ont décidé de condamner une entrée, de n'avoir plus qu'une seule entrée pour pouvoir, je suppose, repousser les jeunes.
Et en fait, les jeunes se sont adaptés. C'est-à-dire que ce qu'ils nous ont dit, c'est que cette recomposition de l'espace public, qui devait les amener à disparaître, leur permettre en fait de réapparaître encore plus fortement à un endroit. Et surtout, ce qu'ils nous ont dit pour la petite anecdote, c'est que ça leur permettait d'avoir une vision plus simplifiée de quand la police arrive, puisqu'il n'y a plus 2 entrées mais une seule. Donc c'est plus simple de surveiller quand la police arrive et de pouvoir s'échapper. Voilà. Donc, en fait, en modifiant l'organisation de l'espace public et l'organisation des halls d'immeubles, ce que pensaient faire, c'était les empêcher de rester, enfin, ce que pensaient faire les bailleurs, pardon, c'était de les empêcher de rester là. Et en fait, les bailleurs leur a facilité le travail, puisque ça permet de voir arriver la police plus facilement. Ils ne risquent pas de se faire piéger. Voilà. Donc, cette recomposition de l'espace public, ils vont s'adapter, c'est-à-dire que c'est une forme d'amélioration, mais qui n'est pas voulue, et ils vont s'adapter finalement à ces recompositions-là. Donc cet espace public, pour y revenir, c'est un lieu de travail où il faut pouvoir être vu pour pouvoir vendre et pour montrer qu'on appartient à un nous, ce jeune de quartier, sans solution, mais qui se débrouille pour vivre. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, dans ce cadre de cette recherche-action, ce que nous observons, c'est que les transformations de l'espace public ne sont pas une promesse d'évolution, mais plutôt une nécessité d'adaptation. Le quartier n'a pour ces jeunes qu'une histoire immédiate, voilà, qui les touche personnellement dans leur expérimentation et leur trajectoire. La grande histoire sociale ou politique des quartiers, ça ne les intéresse pas, ils ne la connaissent pas. Voilà. L'arrivée régulière de blédards, alors on appelle les blédards, ce sont des jeunes qui arrivent du bled et qui sont souvent sans papier et qui sont une main-d'œuvre intéressante dans le trafic. Donc, parce qu'ils ont besoin de travailler, ils n'ont pas de papier et qu'ils peuvent travailler que dans le trafic. Donc, cette arrivée régulière de blédards, c'est vu comme une main-d'œuvre de passage, mais qui ne produira pas d'histoire commune. Voilà, ils ne sont pas inclus dans le nous des jeunes. C'est autre chose. Ils ne font pas partie du nous jeunes de quartier populaire. Le nous, jeunes du quartier du Mirail, plus spécifiquement du quartier Bellefontaine, parce que le nous des jeunes du quartier du Mirail, du quartier Rennery, qui est juste à côté, qui est jouxte, d'accord, qui est juste à côté, c'est pas la même chose, c'est pas le même nous. Donc le nous que nous regardons, nous que nous observons, nous du quartier spécifique du Mirail de Bellefontaine, c'est la possibilité d'expérimenter une situation à un moment de leur parcours. Tous disent vouloir sortir du trafic et vouloir avoir un emploi, une famille, un logement, toujours la même demande classique de la part de ces jeunes. Finalement, ce qui constitue ce nous, dans le cadre de cet exemple, est fait de trajectoires différentes, mais semblables. Ce nous, jeunes, déscolarisés, qui travaillent dans le trafic pour mettre de l'argent de côté, pour réaliser ses rêves, se transforme au fil des trajectoires en un nous, jeunes des quartiers, qui avons fait des bêtises, mais qui maintenant sommes rangés avec femmes, enfants et travail. Donc ce nous, qui permet de marquer une appartenance, est montré par des jeunes comme une force. Pourtant, quand on discute un peu plus avec eux, quand on prend le temps, quand on a un peu leur confiance, voilà, ils nous disent que ce nous est stigmatisant. Ils nous expliquent comment ils souhaitent quitter ce nous pour devenir un individu parmi d'autres. Finalement, ce nous est posé un peu comme les jeunes de quartier qui sont dans le trafic, dans lequel ils disent se reconnaître. Finalement, quand on discute, ils nous disent qu'il n'y a pas de collectif derrière ce nous et que c'est plus une façon de dire voilà où on est aujourd'hui, mais c'est pas à nous qui vont revendiquer, voilà, réellement. Finalement, les jeunes que nous rencontrons dans cette recherche-action, ils veulent sortir de ce nous, là, sans pour autant quitter le quartier, parce que le quartier reste un endroit sécurisant. Le nous ici est bien un rite de passage dans des trajectoires de jeunes vivant dans les quartiers populaires.
J'aurais voulu en dire plus, discuter, l'exercice n'est pas simple puisque je n'ai pas de réaction. J'espère que nous aurons l'occasion, de rediscuter de tout ça à un autre moment. Je remercie en tout cas, Christine et Fanny pour, la lecture de ce dossier, qui est vraiment passionnant, que je n'ai pas fini, encore, que j'ai lu et relu, mais je suis sûre que je vais encore découvrir des choses. Mais nous aurons l'occasion d'en rediscuter, j'en suis sûre. Et du coup, bah, je vous souhaite, de bons échanges, pour la suite de cet événement et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est très compliqué de faire une visio, une capsule comme ça, toute seule, en parlant toute seule à son ordinateur, hein. Véronique, elle s'en sort très bien. Il y a aucun plan de coupe, hein, autant vous dire que voilà. D'où les quelques hésitations qu'on lui concède parce que vraiment c'est un exercice particulièrement ingrat, mais qui est, aussi, très précieux, dans la lecture de ce dossier, eu égard aux recherches qu'elle mène actuellement. Sans plus attendre, je vais laisser maintenant la parole à Julie Couronné, pour continuer d'approcher et de continuer de discuter le contenu de ce dossier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation parce que sincèrement, je me suis régalée et c'est pas souvent que j'ai le temps de me poser face à un numéro et pour lequel je prends le temps de lire tous les articles. Alors, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié ce numéro car il propose à travers une intro générale et 5 articles une sorte d'immersion, une balade sociologique, si je peux le formuler comme ça, en plein cœur des quartiers populaires situés à divers endroits en Île-de-France et aux caractéristiques différentes. Et cette immersion en plein cœur des quartiers donnera aux lecteurs et aux lectrices qui seront tentés après la conférence de lire ce numéro une autre image des quartiers populaires que celle qu'on connaît associée aux grands ensembles, à la délinquance, à la violence, aux bandes de jeunes, etc., largement véhiculées par les médias. Cette immersion sera également l'occasion de réceptionner la parole et le vécu de ces jeunes qui se reconnaissent dans une conscience et dans une mémoire commune, à la fois à travers des extraits d'entretien et des notes d'observation. Le lecteur ou la lectrice pourra imaginer les jeunes sur la place Nathalie Sarraute du quartier La Chapelle à Paris, décrite avec beaucoup de finesse, ou dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville de Seine-et-Marne. Le numéro, vous l'aurez compris, montre comment se façonne un nous et comment ce nous se décline au sein de la jeunesse des classes populaires et je devrais dire au sein des jeunesses des classes populaires. Et chaque article, et ça je l'ai vraiment beaucoup apprécié, est construit à partir d'un matériau empirique riche et original, fait d'observations, comme je l'ai dit, d'entretien, mais parce que la recherche, elle est participative, parce qu'elle a mobilisé un collectif et des jeunes dans la recherche, le matériau empirique et la valorisation de ce matériau prend des formes très différentes, des vidéos, un documentaire, un ouvrage, une pièce de théâtre et une fresque. Alors, je voudrais m'arrêter quelques minutes sur cette fresque. J'ai beaucoup saoulé mes collègues avec cette fresque. Elle est page 69 et je vais vous faire circuler le numéro. Mais parce qu'en fait, cette fresque, elle est assez incroyable. Et je fais donc référence au document, page 69, et elle s'intitule « Synthèse des fresques, petite histoire, grande histoire », réalisée dans le cadre d'ateliers menés auprès des jeunes qui habitent les quartiers populaires étudiés. Et cette fresque, elle est efficace à mon sens parce qu'elle montre de manière très graphique, elle parle tout de suite, les événements collectifs qui ont marqué les trajectoires individuelles de la centaine de jeunes rencontrés. Cette fresque, pour tout vous dire, je l'ai même affichée dans les couloirs de l'INJEP et elle est au-dessus de mon bureau. Et sincèrement, s'il y a des enseignants ou des enseignantes, s'il y a des professionnels de jeunesse dans la salle, je pense qu'elle représente un outil pédagogique précieux qui peut être utilisé pour faire réagir les jeunes sur cette histoire commune qui est dressée dans la fresque. Donc effectivement, Fanny l'a dit, elle donne à voir une histoire commune pour ces jeunes des quartiers populaires, construite à partir des expériences collectives qu'ont représentées les grandes compétitions de football, les attentats et la lutte contre les discriminations raciales. Alors quand je lis ce dossier, j'ai fait un petit retour en arrière en ce qui me concerne et j'ai pensé au cours de sociologie que j'ai suivi donc en première année de sociologie dans les années 2000, ce qui commence à remonter un petit peu dans le temps.
Mais quand je suis étudiante sur les bancs de l'université, j'ai comme enseignant un monsieur qui s'appelle Olivier Schwartz, qui est un spécialiste du milieu ouvrier et des classes populaires, qui a écrit notamment un ouvrage assez connu qui s'appelle Le monde privé des ouvriers. Et pendant ses cours, qui portent donc sur les milieux populaires que je suis avec passion à l'époque, il insiste beaucoup sur la manière dont les classes populaires se construisent, se définissent en opposition à un E. Et derrière le E, c'est la classe dominante. Et il mobilise dans ses cours un ouvrage qui est maintenant un petit peu ancien et qui s'intitule La culture du pauvre de Richard Hogarth, qui a été traduit dans les années 70. Et Richard Hogarth écrit, et là je le cite, « La plupart des groupes sociaux doivent l'essentiel de leur cohésion à leur pouvoir d'exclusion, c'est-à-dire au sentiment de différence attaché à ceux qui ne sont pas nous. » Et à l'époque, ce que j'apprends toujours dans les cours de sociologie d'Olivier Schwartz, c'est que les travaux menés dans les années 80 et 90 qui portent sur le monde ouvrier analysent principalement les rapports sociaux comme se construisant à partir d'une opposition entre nous et eux, et ce nous renvoyant au milieu populaire et ouvrier et le eux aux classes dominantes. Et j'avoue que ce principe qui consiste pour les classes populaires à se définir en opposition m'est apparu assez pertinent au cours des différents travaux que j'ai menés sur le terrain, notamment au moment où je fais ma thèse et je travaille dans les établissements scolaires. Je travaille sur l'absentéisme scolaire dans les années 2008. Et là, je fais des entretiens avec les assistants d'éducation dans ces 2 collèges franciliens. Et ce que je remarque, c'est que ces assistants d'éducation, eux-mêmes, pour la plupart, issus de classes populaires, qui se reconnaissent dans les jeunes qu'ils encadrent au quotidien, vont avoir ce principe-là assez important de se définir toujours en opposition et de se définir toujours en opposition par rapport aux enseignants. Puis récemment, j'ai réalisé une autre enquête sur les jeunes qui sont hébergés en foyers de jeunes travailleurs. Les foyers de jeunes travailleurs, c'est des structures d'insertion. Et j'y ai rencontré des jeunes issus des classes populaires les plus précarisées, mais qui ont la particularité d'avoir été beaucoup confrontés aux services de protection de l'enfance, d'avoir été placés très tôt en foyer de protection de l'enfance et d'avoir été au contact des services sociaux. Eh bien, que disent ces jeunes ? Ils passent un temps assez important en entretien à essayer de se distinguer du cassos, à essayer de se distinguer de l'assisté, de celui qui va recevoir des aides. Et ils vont exprimer un sentiment assez fort, assez puissant, de me montrer en entretien qu'ils n'ont pas besoin de l'assistance, qu'ils ne sont pas des assistés et qu'ils souhaitent une seule et unique chose, c'est vivre de leurs revenus issus du travail. Et ce constat renvoie à un article qui est cité dans le numéro de Norbert Elias et Scottson, qui étudie une petite ville industrielle des États-Unis de la fin des années 1950. Et cet article montre comment les commérages au sein de cette petite ville industrielle des États-Unis vont constituer des verdicts qui vont séparer 2 ensembles de familles ouvrières qui vivent dans des sous-espaces au sein des quartiers populaires. D'un côté, ils vont distinguer ce qu'ils nomment, je trouve l'expression très belle, la minorité du meilleur. C'est une sorte d'élite de l'ancienne cité ouvrière qui se pensent comme les premiers occupants, les premiers arrivants, et donc les occupants légitimes du quartier. Et de l'autre côté, on retrouve ce qu'ils nomment, c'est une expression que je réutilise assez souvent, la minorité du pire, c'est-à-dire ceux qu'ils qualifient comme des intrus des nouveaux lotissements, des nouveaux arrivants qui sont situés en périphérie et qui, à l'époque, regroupaient les veuves de guerre et des réfugiés qui étaient considérés comme étant moins respectables et moins légitimes à vivre au sein de ces quartiers. Et petit à petit, ce qu'on observe quand on lit la littérature sociologique, c'est que l'opposition eux-nous va laisser place à ce qu'on appelle un eux-nous-ils. Et ce qu'Olivier Schwartz, je jargonne un petit peu, va appeler la conscience sociale triangulaire. On passe d'un nous-eux à une sorte de triangle eux-nous-ils. Et c'est d'ailleurs le titre d'un numéro d'une revue qui s'appelle la Sociologie, qui est paru
en 2019 où les coordinatrices du numéro étudient en fait ce passage d'une vision eux-nous à eux-nous-ils. Et ce qu'elles disent, qu'apporte ce numéro, c'est que le « eux » ne renvoie plus aux dominants, mais à des groupes dominés, des chômeurs qui ne payent pas leurs impôts, des assistés, des cassos, des personnes qui vivent à crédit, en quelque sorte, ceux qu'on considère comme les mauvais pauvres. Et le « il » renvoie quant à lui aux dominants, aux patrons et aux dirigeants. Cette évolution de la structure sociale, elle s'explique par tout un panel d'événements. C'est un peu compliqué d'y revenir, mais par des transformations sociales, économiques et culturelles que je vais citer très brièvement, mais je n'ai pas le temps de m'attarder. Les coordinatrices du numéro, elles citent par exemple les effets de la désindustrialisation, du chômage de masse, de la précarisation du travail, de la déstabilisation de la société salariale, de la généralisation de l'accès à l'enseignement secondaire et à l'ouverture progressive à l'enseignement supérieur, et puis aussi d'une plus grande porosité culturelle des classes populaires à l'égard des styles de vie des classes moyennes et supérieures. Et tous ces éléments, au cours des dernières années, ont modifié profondément la structure sociale. Et si j'ai pris le temps de revenir sur ce passage, je m'en excuse si j'ai été un petit peu longue, d'une vision du monde social qui se construit sur l'opposition entre un eux et un nous, à une vision construite sur un eux, nous, ils, et on pourrait même dire eux, nous, ils et elles, c'est parce que, à la lecture du dossier, je me suis interrogée sur la manière dont le nous, les nous des jeunes des classes populaires s'est construit. Et dans quelle mesure ce nous, ces nous, décrits par les jeunes, dans quelle mesure ils se reconnaissent dans ce passage d'une vision du monde dual à l'apparition d'un eux, nous, ils. Et ce qui m'a amené à poser toute une série de questions. Les jeunes des quartiers populaires se définissent-ils toujours en opposition à d'autres groupes sociaux? Cherchent-ils à se distinguer d'une minorité du pire, c'est-à-dire de groupes sociaux qui seraient ultra stigmatisés, comme les assistés, comme les chômeurs, comme les mauvais pauvres que j'évoquais précédemment? Ou aspirent-ils à appartenir à la classe moyenne et avoir une vie comme les autres? Et cette expression « avoir une vie comme les autres », c'est quelque chose qui, dans les derniers entretiens que j'ai réalisés, est revenu assez fréquemment. Mais peut-être que c'est un peu les trois à la fois. Alors, je me suis souvent questionnée à la lecture du dossier par rapport à ces questions et j'ai tenté de trouver des réponses. Donc, se construire pour les jeunes des quartiers populaires un nous en opposition à un groupe de dominants, c'est un processus qui est présent dans le dossier, notamment dans l'article écrit par Grégory Busquet, Jeanne Dumoulin, Claudette Lafaille et le collectif Pop Art. Et ce que montrent les auteurs et les autrices de cet article, c'est qu'ils font état d'un processus de gentrification d'un quartier. Et cette gentrification, ils l'expliquent très bien, a entraîné une fragilisation ou un sentiment d'exclusion de la part des jeunes qui étaient ancrés dans le quartier face à l'arrivée de ces nouveaux arrivants, des arrivants perçus comme étant plus dotés économiquement et socialement. Et là, il y a un exemple assez génial. Les jeunes qui se construisent en opposition à ceux qu'ils perçoivent comme étant du haut, ils les associent à ceux qui font leurs courses chez Bio C'est Bon. Et j'ai trouvé que cet exemple était assez efficace et très révélateur du propos de l'article. Dans le dernier article aussi du dossier qui porte sur le nous négocié des jeunes du pavillonnaire modeste, les autrices et les auteurs montrent que les jeunes des quartiers populaires ne se construisent pas toujours en fait en opposition à d'autres groupes sociaux. Par exemple, les jeunes qui habitent dans ces pavillons se construisent comme étant à l'écart des quartiers populaires, tout en réussissant à naviguer entre le quartier et ce que leur procure le fait d'habiter en pavillon. Et le fait d'habiter en pavillon, qu'est-ce que ça leur procure? Ça leur procure un espoir d'ascension sociale qui n'en demeure pas moins fragile, comme le soulignent très justement les autrices et les auteurs de l'article. Alors finalement, à la lecture du dossier, on entrevoit différentes manières pour les jeunes des quartiers populaires de se reconnaître dans un nous, dans des nous, que ce soit en se construisant en opposition ou en renégociant un nous, notamment au contact de franges sociales plus stabilisées. Et donc, à mon sens,
ce dossier est quand même une très belle illustration et une très belle analyse de la manière dont les classes populaires aujourd'hui sont fractionnées entre des franges très précarisées et des franges plus stabilisées à la frontière des classes moyennes, en ascension sociale, même si, encore une fois, il faut le préciser, cet accès à la classe moyenne reste fragile. Alors, enfin, à la lecture du dossier, je vais revenir sur ce qui m'a manqué un petit peu, puisque c'est aussi le jeu. Ce qui m'a manqué un peu, c'est le rôle de l'école. Le rôle de l'école avec un grand E, c'est-à-dire la place des établissements scolaires dans les quartiers, que ce soit les écoles primaires, maternelles ou les collèges. Alors, l'école m'a manqué à plusieurs niveaux. D'abord, dans la description des quartiers populaires, où sont les écoles? Quelle est l'architecture des écoles? Quelle place elles occupent au sein des quartiers? Et quelle place elles occupent dans l'ordinaire des quartiers? Parce qu'il me semble que les sorties et les entrées d'école conditionnent les sociabilités et les interactions quotidiennes au sein des quartiers populaires, et d'ailleurs pas que au sein des quartiers populaires. Et il me semble que l'objectif du dossier, c'était de saisir le quotidien des jeunes des quartiers populaires. Et à mon sens, on a quand même beaucoup de choses à dire sur cette architecture nouvelle qui caractérise les collèges récemment construits, des collèges pour la plupart grillagés, fermés, dotés de caméras. Je pense qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas si vous avez eu des éléments là-dessus, mais je serais très preneuse de les entendre. Et je me suis aussi interrogée sur le rôle que joue l'école, sur la manière dont les jeunes se perçoivent, la place qu'ils occupent au sein des quartiers, mais également quelle place occupent les jeunes de ces quartiers au sein de l'enceinte scolaire. Quels sont les liens entre les écoles et les quartiers? Et je vous pose la question parce que j'ai eu l'occasion, en suivant des éducateurs de rue, de mener, toujours dans le cadre de ma thèse, une enquête ethnographique au sein d'un grand ensemble qui subissait justement une restauration importante. Et ce quartier avait un collège qui était enclavé depuis que la cité s'était construite, une cité anciennement ouvrière. Et il y avait eu tout un projet via la politique de la ville de désenclaver le collège et de le faire venir en centre-ville. Et ce passage de la cité au centre-ville avait eu des conséquences très importantes. Il avait mobilisé beaucoup de monde, les élus, les travailleurs de jeunesse, les jeunes, les acteurs scolaires, et ça avait complètement bousculé en fait le rapport à la fois des jeunes au quartier, mais aussi le rapport des jeunes à l'école. Alors voilà, je m'arrête là, mais je tiens à redire que j'ai beaucoup apprécié ce dossier, que j'ai beaucoup appris, et je vous remercie donc pour cette très belle contribution qui vient renseigner de manière très fine et très subtile la condition des jeunes des quartiers populaires et qui vient tordre le cou aux idées reçues sur la place que les jeunes occupent au sein des quartiers populaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julie. Alors, je vous laisse pas répondre tout de suite parce que je pense que ça sera plus intéressant même pour vous de commencer une réponse croisée aux 3 interventions. Et donc, je cède tout de suite la parole à Benoît Coquart. Merci Yael, merci pour ce dossier que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire aussi. Et voilà, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Évidemment, vous n'aurez pas le temps de répondre à tout, donc vous pourrez filtrer. Ce qui est bien, c'est que il y a aussi des choses qui ont déjà été dites. Donc moi, je m'appelle Benoît Coquart, je suis sociologue plutôt des jeunes ruraux. Donc ça peut paraître un peu bizarre de discuter de la question des jeunes de quartier parce que généralement, c'est des populations qui sont complètement opposées, on va dire, dans le sens commun. Et moi, je suis heureux d'être là pour en discuter parce que bon, j'ai travaillé un petit peu sur les jeunes de quartier aussi, mais surtout, je plaide pour une approche sociologique en fait qui, notamment en prenant en compte les questions de classe sociale, voit les points communs qu'il peut y avoir, non seulement dans les aspirations, dans les conditions matérielles d'existence, dans les expériences concrètes de vie entre des jeunes enfants d'ouvriers qui habitent dans un bourg désindustrialisé et des jeunes enfants d'ouvriers qui habitent dans une cité désindustrialisée. Donc on pourrait y revenir longtemps, mais bon, voilà, tous les effets de réputation, les enjeux aussi de l'entre-soi, du fait de croiser plus ou moins d'autres groupes sociaux ont des effets importants. Et évidemment, les jeunes urbains et les jeunes ruraux, eux, vont se définir pas du tout de la même manière et vont pas du tout s'intégrer dans un nous commun. Je pense que les jeunes de cité, ils vont pas trop faire référence aux jeunes ruraux, enfin en tout cas de ce que j'en ai vu. Par contre, les jeunes ruraux se définissent complètement en référence aux jeunes de cité et évidemment en négatif, c'est-à-dire que
Souvent, ils ne savent pas dire ce qu'ils sont eux-mêmes, ils ne savent pas dire nous, les jeunes ruraux, ils ne vont pas dire ça comme ça, mais ils vont dire on n'est pas des Kairas, on n'est pas des... Voilà. Et donc tout ça, ça va contribuer évidemment à leur définir un nous négatif qui renvoie à ce statut de la minorité du pire que constituent les jeunes de quartier. Si on disait qu'il y a un espace un peu de commérage qui est comme ça à l'échelle de la France, la minorité du pire de la jeunesse telle qu'on veut la construire dans les médias, dans l'espace politique, c'est les jeunes de quartier qui occupent ce rôle ingrat. Alors même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de politiques de jeunesse, mais pas seulement, on va dire, de références politiques à la jeunesse qui englobe aujourd'hui systématiquement jeunes de quartier et jeunes éloignés des grandes villes, les jeunes ruraux, ceux en fait de la France dite invisible qui seraient les Français oubliés qu'il faudrait défendre. Et moi, cette question-là, qui pourrait être une question sociale en fait, qui arrive récemment dans le débat public, je pourrais la saluer. Simplement, c'est toujours fait en fait pour désigner une autre minorité du pire, qui serait une jeunesse qui du coup serait moins travailleuse, moins défendable, qui aurait davantage bénéficié notamment de l'argent public, hein, avec la rénovation urbaine, différentes politiques incitatives, etc. On trouve beaucoup ça, cette idée-là, notamment impulsée par les théories dites de la France périphérique, qui en fait oppose une population qui est nommée aujourd'hui les petits blancs, dans ce lexique-là, avec un prisme assez racialiste, versus les autres catégories populaires, moins blanches, non blanches, qui seraient plus, elles, incluses dans une dite mondialisation, qui auraient plus d'opportunités d'emploi, mais qui finalement, sous-entendu, les saisiraient pas et mériteraient d'une certaine manière leurs conditions subalternes, alors qu'il y aurait une autre France rurale qui serait appauvrie, elle, mais de manière injuste. Et bon, tout ça, en fait, évidemment qu'on fait des enquêtes empiriques, ça ne tient pas. Mais voilà, quand on quitte Paris, justement, pour aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe loin des grandes villes, on se rend compte que les jeunes ruraux ont beaucoup en commun avec les jeunes urbains. Néanmoins, il y a toutes ces questions du nous par identification qui est largement traitée, je trouve, dans ce dossier-là. On est surtout sur ce niveau-là, on va dire, du nous, ce à quoi les jeunes de quartier ont conscience d'être assignés, et comment ils peuvent se définir en retour, soit par retournement du stigmate, soit par acceptation de ce stigmate, parce qu'ils sont rarement assignés à quelque chose de positif. Donc eux, il faut qu'ils jouent avec ça. Enfin voilà, tous les passages sur les attentats là que vous avez commentés, ça fait penser à ce nous par identification. Et du coup, il y a toujours en fait cet enjeu. On a l'impression pour eux d'être sans arrêt finalement ce que Pierre Bourdieu appelait une classe objet, c'est-à-dire un groupe social qui dépend d'une vérité qui est produite à l'extérieur de lui-même, mais qui n'arrive pas à se doter des moyens de produire sa propre vérité. Et je trouve que ça, c'est un rappel au réel comme ça dans votre dossier, parce que on a l'impression que les jeunes de quartier ont la parole sur certaines scènes sociales, qu'il y a des productions culturelles qui émargent des quartiers, mais finalement quand un jeune lambda de milieu populaire, très précaire, qui a peu de perspectives d'avenir en dehors des métiers les plus précaires, doit se définir, il a du mal à se rattacher à un nous qui est positif. Donc ça veut dire qu'on a beau dire que, je sais pas, par exemple, que le rap aujourd'hui c'est devenu la musique du peuple, que c'est celle qui se vend le plus, etc. N'empêche qu'on n'a pas renversé la tendance sur l'image sociale qui est accolée aux jeunes de quartier et la manière dont elles permettent de se définir de manière positive. Parce que aussi, il faut peut-être dire, vous le dites dans votre intro, mais là on ne l'a pas dit depuis le début du débat, pourquoi nous les sociologues, pourquoi nous les sociologues, on fait sans arrêt que de s'interroger, quand il s'agit notamment des catégories populaires, sur cette histoire du nous, de l'identification. C'est parce que ça renvoie aussi aux possibilités de mobilisation collective, que chez Marx, le nous, c'est la conscience de classe, et que c'est à partir de la conscience de classe qu'on va rentrer dans la lutte des classes de manière consciente et inverser les rapports de domination. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle en filigrane, c'est de se dire, est-ce qu'ils vont voir en fait leurs intérêts communs, le nous des jeunes de quartier. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait un nous des jeunes de classe populaire, de la même manière qu'il faudrait qu'il y ait un nous des jeunes racisés. Enfin, voilà, en fait, il y a différents combats qu'il faudrait éclater comme ça les prismes territoriaux pour arriver à des catégories qui renvoient à des dominations concrètes. Mais de fait, on ne fait que dire, depuis qu'on se pose cette question-là, que c'est pas ça qui se passe. Qu'en fait, les nous, ils sont toujours de plus en plus fragmentés et qu'on a du mal à les trouver mobilisés. Après, on pourrait aussi se demander, du coup, si, peut-être, devant le fait accompli, si est-ce qu'il y a besoin de dire nous pour se mobiliser. Si au final, dire nous, c'est forcément émancipateur. Bref, ça, c'est des questions politiques qui sont posées et qui divisent notamment la gauche aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une grosse question à vous poser. Une grosse question. Je trouve que dans ce numéro, il y a plein de choses vraiment moi, que
que j'ai appris. Et je salue ça parce que il y a eu toute une époque où la sociologie, elle s'est fondée en fait sur les enquêtes en milieu populaire, dans les quartiers populaires, notamment des grandes villes, où c'était un peu l'enquête classique. Le sociologue, il devait aller en quartier populaire. Je me rappelle avoir écrit dans mon mémoire de master que je faisais sur les jeunes de Saint-Denis. J'ai dans une cité de Saint-Denis très connue, etc. Où il y a un moment donné, j'en avais marre, j'avais envie de tout laisser tomber parce qu'on était 3 sociologues dans la même rue lors d'une fête de quartier à interviewer les jeunes. Donc il y avait un effet comme ça d'aller au zoo, quoi. Vraiment le côté très malaisant de se retrouver dans cette situation-là. Et c'est pour ça aussi que je me suis mis à enquêter sur la campagne d'où je venais, parce que je me disais finalement personne parle des jeunes à qui je trouve qu'ils ressemblent beaucoup aux jeunes de cité. Et il y a peu de choses là-dessus. Donc je salue ce numéro parce que justement on est passé de cette tendance-là, d'une hyper-concentration des recherches sur les jeunes de milieu populaire, à aujourd'hui finalement un peu un abandon. Et il n'y a plus trop de sociologues qui vont scoltiner en fait des enquêtes de terrain. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, parce que pour avoir la confiance d'un public stigmatisé, d'un groupe stigmatisé, il faut montrer patte blanche, il faut passer du temps sur le terrain, et il faut arriver à les faire parler. Et là, on voit qu'ils parlent. Et alors moi, qui suis pas trop un adepte, on va dire, des méthodes de recherche, on va dire de focus group, où on impose un thème aux gens, là, force est de constater que ça marche quand même et qu'il fallait bien les faire parler de quelque chose pour qu'il y ait quelque chose qui sorte, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça bien. Et je trouve qu'il faudrait un petit peu, de manière générale, dans la recherche, essayer de, comme ça, rappeler que quand même, il y a l'essentiel de la jeunesse, elle habite en ville. L'essentiel des jeunes, ils sont encore enfants d'ouvriers et d'employés, ils appartiennent aux catégories populaires. Et que les cités, ça bouge. C'est pas comme les livres classiques qui ont été écrits dans les années 80-90, qu'il y a plein de choses qui ont changé. Simplement aussi, il faut orienter notamment les fonds dans la recherche pour aller faire des enquêtes de terrain, des enquêtes qui peuvent être longues, qui peuvent être infructueuses. Et puis, à mon avis, il faut aussi aller vers notamment dans le recrutement des chercheurs, à penser aussi à recruter des gens qui sont capables, de par leur disposition, de par leur trajectoire sociale, d'avoir des liens d'affinité, de confiance avec ce public-là. Parce que je pense que les objets d'études à la mode nous en disent beaucoup plus en fait sur qui sont finalement ceux qui étudient plutôt que qui sont les étudiés. Donc la question que je voulais vous poser par rapport à ça, qui m'a quand même manqué, c'est finalement quand ils disent, quand on a parlé des nous de manière historique, à quoi ils font référence, comment ils s'inscrivent dans une histoire nationale, des nous qui, pour le dire vite, peuvent être des nous intellectualistes, c'est-à-dire des nous que l'on construit. On a vu que c'était aussi un enjeu de dire nous pour des personnes qui vont avoir un pied dans la vie des jeunes de quartier, mais un pied en dehors parce qu'ils dépendent d'institutions d'encadrement. Voilà, c'est le cas de votre article, hein, où on voit bien qu'en fait, il y a des travaux aux États-Unis qui parlent de ça, de l'enjeu de dire, de se revendiquer du quartier quand on est ce que les Américains appellent un hood adjacent, c'est-à-dire qu'on a un pied dans le hood, dans le quartier, et un pied en dehors. Et de fait, on doit arriver à continuer à s'identifier avec notre outil de travail, en même temps qu'on dépend des institutions extérieures en fait, pour son existence. Et je pense que beaucoup de débats autour du nous et de qui sommes-nous, etc., vient des gens qui ont déjà un petit peu quitté leur milieu d'origine, et que paradoxalement, ceux qui ont la tête dedans, voient moins d'enjeux à se définir comme un nous, et n'ont pas vraiment besoin de l'exprimer, mais plutôt le simple fait d'appartenir suffit à attester du fait que vous en êtes. Le simple fait d'être là tous les jours, ne vous amène pas en fait à vous justifier là-dessus. Du coup, je pense qu'il y a un niveau intermédiaire entre le fait de ne pas du tout en parler et le fait de revendiquer le nous et de chercher à construire un nous, voire à le patrimonialiser pour certaines personnes. Ça serait vraiment d'arriver à comprendre à qui finalement ces jeunes se sentent alliés au sein et en dehors de leur groupe. On a parlé du nous, eux, j'avais tout un passage là-dessus, mais je ne vais pas le redire parce que tu l'as très bien fait, et voilà, le Hogarth me semble assez important. Et je pense que l'autre pièce du puzzle, c'est vraiment de quelles sont les solidarités concrètes qui se mettent en place et qui permettent de penser un nous. Moi, j'ai beaucoup exploré ça sur les jeunes ruraux, qui, en revisitant notamment Hogarth et Schwartz dans ses articles les plus récents, en montrant que les jeunes ruraux que je voyais n'avaient plus tendance à dire nous, les gens du coin, nous, les gens du village, nous, les ouvriers, mais nous d'abord, que nous, déjà nous, les vrais potes sur qui compter. C'est-à-dire qu'ils rentraient dans un marché du travail qui était beaucoup plus en concurrence, individualisant,
où il n'y avait plus d'emploi à l'usine, parce qu'on est dans une campagne désindustrialisée comme auparavant. Et on se sentait en concurrence, notamment avec ses pairs PAIRS, c'est-à-dire que les personnes qui avaient les mêmes formations que vous sur le marché du travail, que vous connaissiez beaucoup, vous avez d'autant plus de chances en fait de vous faire concurrence pour le même poste. Bon, il y avait aussi des concurrences que je pourrais étaler sur le marché matrimonial, le marché de l'immobilier, juste les enjeux réputationnels aussi, mais qui leur faisaient prendre conscience, à tort ou à raison, qu'on ne pouvait être solidaire que d'un nombre très limité de personnes et que le nous plus large, c'était le nous des bisounours, le nous de ceux qui n'avaient pas en fait l'expérience de la rudesse de la vie quotidienne quand on est de classe populaire, de l'expérience de la précarité, de la peur du déclassement. Et donc voilà, j'aurais aimé savoir s'il y avait ça en fait qui apparaissait, parce que je suis sûr que vous avez entendu des trucs là-dessus, mais ça ne ressort pas forcément dans le dossier, mais on voit que voilà, avec la richesse des matériaux que vous avez récoltés, c'est certain qu'il y a des choses là-dessus. Et moi-même, j'écrivais justement que ce côté déjà nous d'abord, alors j'expliquais comment pour les enquêtés, c'était aussi par rapport à ce prisme-là qui justifiait, ils disaient nous d'abord, les potes, les vrais potes sur qui compter, et nous d'abord, les Français d'abord, parce qu'ils étaient plutôt favorables à l'extrême droite politiquement, enfin, ils s'abstenaient dans leur très grande majorité, mais s'ils avaient voté, ils disaient tous qu'ils iraient voter extrême droite, pour l'écrasante majorité du moins. Et donc ils faisaient le parallèle entre ce nous les vrais potes sur qui compter, et le nous d'abord français, toujours avoir en fait l'idée qu'il faudrait privilégier une petite solidarité à petit rayon pour qu'il y en ait une qui repose aussi sur l'exclusion de plus faibles, de plus précaires, de plus dominés, etc. Et ce déjà nous, il me semblait aussi renvoyer, alors moi j'y connais plus grand chose maintenant aux jeunes de quartier, mais moi les jeunes ruraux sur lesquels je travaillais disaient beaucoup que la famille par exemple, qui était parce qu'ils écoutent beaucoup de rap et qu'à l'époque où je faisais ma thèse, il y avait un groupe de rap, PNL ça s'appelait, qui avait en fait cette espèce de moto qui revenait tout le temps de que la famille. Et eux, en fait, ils disaient beaucoup ça. Et les amis, ils les appellent la famille, les amis proches. Et c'est ça leur nous. Pour eux, c'est le nous solidaire. Le nous de ceux avec qui tu peux, par exemple, faire du travail au noir sans te faire dénoncer. Le nous de celui qui va te prêter de l'argent. Le nous de celui qui va être là pour toi quand tu auras un problème avec la gendarmerie, etc. Donc, je me demandais si, du coup, le nous des jeunes de quartier, il ne se situait pas dans ce nous aussi de circonstances, un nous de la galère et de la débrouille, qui leur permet en fait de s'ajuster à ce que permet aujourd'hui le marché du travail, en gros l'économie libérale telle qu'ils la vivent, qui est beaucoup plus individualisée, qui est beaucoup plus concurrentielle, à cette échelle-là, qui leur permet de s'en sortir, mais sans envisager en fait de grands nous de lendemain qui chantent, quoi. Voilà, et après je me demandais aussi dans quelle mesure, mais tu l'as un peu dit dans ton propos, Julie, dans quelle mesure le nous était aussi à une échelle plus localisée. Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux travaux de Marouane Mohamed, qui n'était pas forcément très utilisé là dans le dossier, mais je pense que vous l'avez lu, et où lui, en fait, le nous des jeunes, des bandes de jeunes qu'il étudie, est très lié vraiment à un nous hyper local, où on ne fait référence qu'à l'histoire très locale du quartier. Et d'ailleurs, je me demandais dans l'article sur l'histoire, quand on les fait réagir à l'histoire, finalement, on leur fait réagir à une histoire globale. Mais finalement, si on avait laissé complètement le champ libre, est-ce qu'il n'y aurait pas juste eu une histoire vraiment très locale du quartier? Mais vous l'avez un petit peu dit dans votre intro. Et puis après, bon, ça, c'est des questions que vous répondrez ou pas, mais c'est un petit peu plus des curiosités vraiment de chercheurs. On se demande aussi s'il y a un nous qui serait plus spécifiquement genré, c'est-à-dire si évidemment, bon, voilà, c'est des questions très vagues. Mais, bon, on sait que par exemple le rapport à la mémoire collective des hommes et des femmes en milieu populaire n'est pas le même, que c'est souvent les hommes qui ont le privilège d'hériter en fait des réputations de leurs aînés, qui ont le privilège de porter une mémoire collective, alors que les femmes vont plus, par exemple les femmes sont beaucoup moins nostalgiques. Pourquoi aussi? Parce que les périodes d'avant renvoient à des périodes où la domination masculine pouvait être plus marquée, où l'émancipation de la femme n'était pas acquise. Donc en fait, le nous par exemple, le nous des années post-68, la nostalgie des années post-68 est plus masculine, on le sait, que féminine. Est-ce qu'on retrouve ça en fait selon le genre? Aussi des nous qui seraient bon, selon le genre, selon la classe aussi, selon je pense les fractions de classe, en fonction d'un nous des plus précaires ou de ceux qui arrivent à s'en sortir. Ça renvoie aussi à la trajectoire qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire que
moi je me demandais comment s'identifient en fait les jeunes de quartier qui ont des espoirs d'ascension sociale, parce que là ce qu'on voit c'est aussi des jeunes pour qui l'espace des possibles semble assez restreint dans les personnes qui sont citées en tout cas je trouve dans le dossier. Et je me demandais comment il peut y avoir un nous assez mouvant en fonction de quelqu'un qui s'est identifié vraiment comme le jeune de quartier qui va faire sa vie ici, à celui qui peut avoir des opportunités d'ascension sociale, qui signifie pas toujours de quitter le quartier, mais quand même qui souvent implique ça. Et puis aussi, je, je pense, enfin on le voit un petit peu dans le dossier, mais on pourrait en dire plus peut-être sur deux autres type de catégorisation, c'est le nous selon la race, selon en tout cas le fait ou non de se sentir assigné et d'y réagir ou pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose de spontané comme ça qui se travaille aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, et un nous aussi générationnel, que là on comprend mieux un petit peu dans les articles, mais voilà, qui mériterait peut-être d'être un petit peu plus développé. Enfin, en tout cas, voilà, moi je m'arrête là parce que j'ai conscience que ça fait beaucoup de questions. Si vous devez trier, j'aimerais vraiment que vous axiez, que vous limitiez à cette question de à qui on se sent allié et comment on construit des solidarités aujourd'hui dans les quartiers. C'est à quelle échelle et à quelle échelle concrète, c'est-à-dire pas simplement celle qu'on aimerait avoir, mais celle qu'on fait au quotidien. Et je vous remercie encore pour ce numéro que personnellement dont j'ai recommandé la lecture à des collègues et j'espère qu'il circulera beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous. Vous n'allez pas avoir 3 ans ni 3 heures pour répondre à toutes ces questions, sachant que vous allez avoir quelques secondes, minutes courtes pour donner des pistes au moins. Voilà, s'il y a des autrices et des auteurs dans la salle, ils et elles pourront aussi, en quelques secondes, minutes, contribuer à répondre éventuellement de leur point de vue de participation à ça. Ouais. Alors, très rapidement, je vais faire la dernière question, comme ça on va remonter. Voilà. Lorsqu'on a cherché notre titre pour l'ouvrage qui circule, Jeunes des quartiers, le pouvoir des mots, on a beaucoup discuté. Est-ce qu'on gardait ce terme Jeunes des quartiers, qui est celui qui est employé pour justement stigmatiser aussi et faire voilà, construire la représentation de cette minorité du pire. Et puis en fait, dans nos analyses, on s'est rendu compte que effectivement le premier nous quand même qui apparaissait, c'était le nous des jeunes de quartier. Et en fait, il servait aussi, ce nous, à mettre à distance, un peu flou, du coup, on en reviendra. Il permet aussi de mettre à distance un nous racialisé, qui peut être difficile à être mis en avant, c'est-à-dire la discrimination d'être, parce qu'on est noir, parce qu'on est d'une minorité visible, et pas facile à dire. Donc, le nous des jeunes discriminé, pas toujours facile à reconnaître. Le nous discriminé d'être de milieu populaire est pas toujours facile à dire ou à identifier. C'est pas évident non plus pour nous de le savoir. Et en fait, se dire nous des jeunes des quartiers permet aussi de reconnaître qu'on a cette image stigmatisante et on sait qu'on répond à ça aussi, mais ça floute un peu les raisons pour lesquelles on se sent on nous cause du tort, on se sent discriminé, on se sent en injustice. Donc, c'était important de revenir là-dessus. Effectivement, pour beaucoup de jeunes, et c'est aussi sur les questions de violence, de risques, sur laquelle on a travaillé aussi, ce qui apparaît, c'est qu'il y a parfois un flou sur c'est quoi se reconnaître d'un quartier, en fait. Et souvent, l'approche physique du quartier est mise en avant, alors que c'est principalement d'abord la sociabilité du groupe de pairs, ce que vous appelez cet entre-soi de ces relations qui se sont forgées de jour en jour avec ceux qu'on rencontre après l'école, au collège on reviendra, dans son quartier, avec qui on a construit effectivement une grande proximité amicale, voire c'est la famille, effectivement, c'est d'abord ce groupe-là qui est mobilisé, etc. Il va être alors, c'est la question du genre nécessiterait qu'on aille beaucoup plus loin et il va être particulièrement contraignant pour les garçons, je vais le dire comme ça,
dans ce qui construit de posture, de solidarité, de courage. Donc on va le voir aussi en œuvre dans les RICS. Hein. C'est pas pour défendre un quartier physique, mais c'est pour défendre le copain qui fait partie de ce quartier et auquel on doit fidélité et on rend des services aussi. Pour les filles, il nous semble que les contraintes de posture, la discrétion dans l'espace public qui existe bien sûr, elle est une contrainte externe, très fortement ressentie, une contrainte de tous, hein, de la famille, des garçons, etc. Mais ça n'est pas une contrainte entre elles internes. Je pourrais peut-être revenir sur il y a des questions, c'est-à-dire qu'entre elles, elles ont des acceptations de comportement beaucoup plus larges. Donc voilà, ça c'est une première chose sur ces questions de groupe, d'appartenance et de copains. Je vais juste aussi sur les aspirations, les sorties du groupe, nous, ce sont des jeunes en construction. Donc effectivement, ces questions d'identification au milieu populaire, etc., dans un contexte où tout est quand même beaucoup plus ouvert et dans un contexte de recherche où on a vraiment des jeunes très, très diversifiés, même si ça apparaît peut-être pas dans ce dossier, on n'a pas d'affiliation affirmée, solide. Voilà, on va sentir dans des contextes, des expériences, et Alice va pouvoir en parler, qui effectivement, c'est eux qui deviennent les plus pauvres, les plus peut-être pour qui il faut se démarquer pour ne pas être assimilé, mais tout ça n'est pas du tout figé. Et c'est vrai que pour ceux qui sont en études, qui vont avoir possiblement un master, qui visent des postes de professionnels qui vont les rapprocher ou qui vont les faire pleinement s'inscrire dans les classes moyennes, la question d'appartenance au quartier, elle peut être compliquée. Je me souviens d'un débat entre jeunes, certains disant aux autres, oui, vous pouvez réussir, vous pouvez avoir un diplôme et sortir du quartier. L'autre disant, attendez, oui, on peut réussir et rester dans le quartier. Donc, il y avait vraiment des débats entre eux là-dessus, quoi. Et puis, dernière anecdote, effectivement, sur ce que nous, on a produit aussi dans un des rassemblements de tous les jeunes, un jeune qui était en master s'est interrogé sur le fait qu'il était dans le groupe jeune des quartiers populaires alors qu'il était en master et qu'il y avait des étudiants de sociologie en master qui, eux, n'étaient pas du tout du côté jeune de quartier, mais qui étaient du côté recherche étudiant. Donc, c'est vrai que voilà, c'est des catégories aussi. On a beau se dire qu'on essaye de les ouvrir, de ne pas les penser a priori, elles construisent quand même des choses. Bon, j'ai plein d'autres choses à dire. Donc, merci beaucoup pour voilà, ces réflexions, questions très stimulantes. Alors, qu'est-ce que j'ai noté des petits trucs, mais je pense que ce qu'il faut qu'on souligne quand même, c'est qu'on a 10 quartiers extrêmement différents dans leur construction, dans leur histoire, dans leur constitution socio-démographique. Voilà. Et par exemple, alors, je vous livre ça, mais de manière peu assurée, hein, ça demanderait sûrement à être creusé, mais la question du nous, eux, ils, je pense, ne se joue pas de la même manière au Tarteret, à Corbeil-Essonnes où j'étais, où la question du « il » n'apparaît pas. C'est vraiment nous et eux. Avec le « eux » étant des nouvelles populations qui sont arrivées dans un écoquartier, nouvelles populations qui appartiennent aux fractions populaires, mais qui sont perçues comme plus bourgeoises, plus blanches. D'ailleurs, on les voit jamais, on ne sait pas où est-ce qu'ils font leurs courses. Ils doivent bien faire leurs courses quelque part quand même, mais oui, c'est vrai, voilà. Avec l'esplanade Nathalie Sarraute, le 18e, où il me semble le « eux », « nous »,« ils ». Donc, ça n'apparaît plus finalement dans l'article, il me semble, la mention des Soudanais.
où on voit bien comment une arrivée de population migrante met en péril un équilibre, des négociations autour de l'usage de cette place, avec à un moment donné des personnes qui arrivent, qui s'installent, qui mettent des tentes, et donc les Soudanais étant vraiment la figure repoussoire pour ces jeunes-là. Donc, enfin, voilà, je pense que c'est vraiment important à remettre en perspective de ces 10 quartiers. La question de l'école, vous avez tout à fait raison, elle est pas présente dans le numéro, elle est quand même assez présente, elle est très présente dans la recherche. On voit très bien comment c'est structurant dans la construction des sociabilités, bien évidemment. Et avec un de mes collègues, Olivier Brito, on a écrit un article sur la construction de la division et la catégorisation en grand-petit. Et c'est mon grand, c'est mon petit, etc. Comment ces constructions-là s'adossent aux structures scolaires, aux structures de jeunesse, et donc on est les 2005, ce sont les 2006, et on voit bien comment en fait c'est la scolarité commune qui crée ça. On a travaillé à partir de cartes mentales, dessinez-nous votre quartier, les points importants, les écoles apparaissaient systématiquement comme étant vraiment des éléments structurants. Donc il y avait les lieux de culte, il y avait les écoles, il y avait les gymnases et éventuellement quelques commerces. Donc les écoles apparaissaient systématiquement comme des lieux extrêmement importants. Ce qu'on a un petit peu montré dans l'article, c'est que dans l'article qu'on a coécrit, les établissements scolaires sont les lieux où on rencontre des professionnels qu'on va trouver dans différents espaces, qu'on va retrouver après dans la maison de quartier, parce que bon, voilà, les professionnels circulent aussi sur les temps périscolaires. Et donc, cette sociabilité extrascolaire se construit aussi à l'intérieur de l'école. Et en même temps, votre réflexion me fait penser que les capsules qui ont été produites quand on leur a laissé libre champ totalement, dans mes souvenirs, il n'y a aucune capsule qui est centrée spécifiquement sur les questions. Il y a une capsule qui est sur la gestion d'aller à la fac et de rentrer, et c'est loin du quartier, etc. Mais sur vraiment la place que prennent les établissements scolaires dans le quartier, il me semble. Voilà, il me semble que c'est effectivement pas des choses qui sont valorisées, qu'ils ont voulu mettre en avant comme étant des lieux, alors qu'ils apparaissent fortement dans leur carte mentale. Donc, sûrement pour nous à creuser. Et par rapport à votre réflexion sur... c'est intéressant parce que moi j'étais au Tarteret à Corbeil-Essonnes, donc la question de PNL, enfin PNL était très présent, et QLF, que la famille, vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement mis en avant. Le bon gars, c'est mon gars sûr. Enfin, donc ça repose sur des sociabilités grand-petit, sur le fait sur qui on peut s'appuyer pour des activités anodines comme allant des descentes à des activités plus illicites. Mais quand même, il me semble que dans l'expression que la famille, il y avait vraiment le quartier. C'est-à-dire que la famille, c'est aussi les mamans, c'est aussi les papas, c'est aussi... donc, la solidarité, c'est vraiment affiné, mais elle est sur des échelles différentes. Le quotidien, on le construit dans son groupe de pairs extrêmement proche. Mais les solidarités, et il me semble qu'on peut faire référence ici au fait qu'on a fait une partie de la recherche pendant le confinement, et que donc on a fait des entretiens pendant le confinement, et comment ces solidarités se sont exprimées de manière très serrée finalement au sein des quartiers. Alors, c'était pas la grande entente entre tous les habitants et c'était super, hein, mais c'est vraiment sur des réseaux qui mêlent à la fois bien sûr le groupe de pairs, parce qu'on est en lien avec la famille du groupe de pairs, le lieu de résidence, voire à l'intérieur du lieu de résidence l'étage, et donc comment tout ça en fait s'articule sur des solidarités concrètes. Voilà, je m'arrête là. J'aurais plein d'autres choses à dire.
Quand on construit justement ce nous par rapport à eux, par peut-être et etc. Culture en fait. Moi, je voudrais simplement savoir qui sont les eux. Il y a les nous, normalement les eux. Quand il y a les nous, ça suppose qu'il y a les eux qui peuvent être contre ou pour. Moi, je n'ai pas identifié bien les eux. Vous avez donné des bonnes explications. Les eux, c'est un peu toute la société, en gros. Hein. Ça peut être les flics, ça peut être la drogue, tout ce qu'on veut. Mais comment vous avez observé les eux, les nous face à eux? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre intervention et pour la qualité des échanges. Moi, je suis Papa Suleiman et j'interviens aujourd'hui en qualité de chargé de mission développement social et urbain chez un bailleur social. Et donc, nous, au sein de notre agence, on intervient dans 10 villes au sein de l'EPT Grand Paris Grand Est. Et au sein de ces EPT, il y a 5 villes qui sont en quartier politique de la ville, où aujourd'hui, on a, par exemple, en termes de moyenne d'âge, au moins de 35 à 40% de notre population qui est âgée de moins de 25 ans. Donc, c'est une population assez importante. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai souhaité prendre la parole, c'est de voir un peu de quelle manière on pourrait avoir en fait une visée professionnelle des résultats que vous avez obtenus lors de vos recherches, à savoir, par exemple, tout à l'heure, j'ai cru entendre, par exemple, une dimension un peu de concertation, voilà, lors des projets NPNRU, par exemple, une question un peu de l'absence des jeunes lors de ces échanges, le fait qu'il y ait, comment dirais-je, certains changements qui vont avoir lieu au sein des quartiers, de quelle manière on va intégrer les jeunes, parce que nous, aujourd'hui, dans le cadre de la politique de la ville, c'est un aspect très important un peu de nos missions, de voir de quelle manière on pourrait approcher ces jeunes-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un peu cette compétence d'autochtonie qui est très importante, donc le fait que voilà, les gens leur ressemblent, etc., même en étant justement, si je peux le dire ainsi, noirs, mais venant d'ailleurs, on sait que vous n'habitez pas dans le quartier parce que vous ne parlez pas comme les gens qui y sont, vous ne vous habillez pas comme les gens qui y sont. Et donc, en fait, il y a une certaine réfraction, voilà, à s'approcher de vous. Et même lorsque vous venez pour apporter justement des choses nouvelles, ou en tout cas apporter quelque chose de professionnel, pour travailler avec les jeunes, en fait, ils sont réfractaires à cela. Donc, moi, j'aimerais savoir de quelle manière voilà, on pourrait utiliser ces résultats-là à visée professionnelle. Et voilà, c'était ma question. Merci. Pour répondre à qui sont les eux, en fait, voilà, on arrive mieux à cerner ce que nous disent les jeunes d'eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est quand ils nous disent effectivement, quand ils parlent des expériences, et c'est là qu'on comprend que tout est labile, que tout bouge, etc. Par exemple, beaucoup
parle du quartier aussi dans cette communauté de vie, d'habitude qu'on a eu de connaître les gens depuis qu'on y est né pour beaucoup. Et en fait, c'est en quittant le quartier, par exemple en allant à Paris, qui nous disent qu'effectivement, ils se rendent compte de ce qu'il y a dans le quartier, de ce qui fait le nous, par opposition à ce qu'ils voient. En fait, c'est pas un groupe de gens, mais ce qu'ils voient enfin, ce qu'ils pensent que les Parisiens sont, ou que les Parisiens sont en tant que groupe, c'est-à-dire plus blancs, effectivement, plus riches, et parfois disant plus homogènes. Ils disent, nous, au moins, on a une diversité de culture, etc., alors qu'à Paris, ils sont plutôt tous blancs et plus riches, qui est aussi une autre forme de représentation inversée. Ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement de se rendre compte de ces décalages. Pour répondre aussi à votre question, bien évidemment, ils savent qu'il y a des stratifications sociales et ils savent où ils sont. Et parce qu'ils vivent les conditions difficiles de vie des parents, ils vivent aussi les difficultés d'accéder à la certification scolaire, etc. Et bien sûr, ils connaissent toutes les représentations négatives des quartiers populaires. On est beaucoup rentré dans la recherche avec eux à partir de cette volonté-là qu'ils avaient de renverser aussi les représentations négatives. Donc, ils sont bien conscients de ces représentations et de ce qu'ils donnent à voir comme image, ou etc. Ce qui a été intéressant, c'est que les professionnels jeunesse avec qui on a travaillé, par leur proximité aussi avec les quartiers dans lesquels ils travaillent, ressentent eux aussi encore cette disqualification, entre guillemets, à la fois d'eux en tant que professionnels, mais d'eux aussi en tant qu'anciens jeunes ou encore considérés comme jeunes des quartiers. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très fort. Alors, qu'est-ce qu'ils arrivent à en faire? Effectivement, c'est là où on va avoir beaucoup de différenciation selon les dispositions scolaires, selon les projections possibles ou pas qu'ils vont avoir. C'est peut-être plus facile de se réapproprier une histoire quand on a les mots, les récits, et c'est là où on pourrait discuter sur à quoi sert le nous. En fait, ça peut peut-être servir aussi à s'approprier un récit, voilà, sinon à faire de la lutte politique, mais à s'approprier un récit, à repositiver des choses. On l'a vu aussi chez certains jeunes qui, après la recherche, ont fait aussi des parcours un peu politisés aussi. Enfin bon, c'était intéressant aussi de ce que ça a produit de ce point de vue. Et je vais vraiment devoir partir, je m'en excuse, et je vous remercie pour votre écoute et pour vos commentaires. Oui, alors Christine a dit plein de choses, mais je pense que autant j'ai insisté sur la diversité des quartiers avec lesquels on a travaillé, autant j'insiste encore sur les jeunes et la diversité des jeunes avec lesquels on a travaillé. C'est-à-dire que, bien évidemment, je le redis, on l'a dit, mais jeunes de quartiers populaires, jeunes de milieux populaires recouvrent des configurations très différentes et notamment en termes d'insertion sociale, d'insertion professionnelle, d'insertion scolaire, on avait des différences assez fortes, même si on avait du commun dans les trajectoires de discrimination, même si on avait du commun dans des expériences malheureuses avec la police, même si voilà, on avait du commun dans des trajectoires scolaires heurtées, par exemple. Voilà. Donc, j'insiste sur ça parce que, bien sûr, cette finesse, ce qu'on essaie de restituer de la finesse du nous, entraîne une finesse du eux aussi. C'est-à-dire qu'ils ne se positionnent pas de la même façon par rapport à des eux possibles. Excusez-moi, je parle beaucoup des Tarterets parce que c'était mon terrain. Si on est au Tarteret, on était plutôt avec des jeunes qui avaient eu des trajectoires scolaires assez heurtées, peu qui étaient au moment de la recherche en études, qui étaient plutôt dans des difficultés d'insertion professionnelle, avec d'autres terrains où on avait des étudiants, par exemple, qui étaient en licence, en master. Donc forcément, ça entraîne une circulation dans d'autres types d'espaces où la confrontation avec d'autres types de milieux crée
des nous et des eux aussi différents. Par rapport à la question de la visée professionnelle, parce que alors, première réponse qui n'en sera pas une, c'est là où on voit bien pas que le professionnel pouvait répondre à cette question, mais là où on voit bien aussi le manque dans cette conférence d'avoir un retour un peu professionnel sur notre dossier, ce qui est un peu la règle d'habitude, mais là qui n'a pas pu se faire aujourd'hui, pour voir aussi comment ça peut être un tel dossier peut être perçu par des professionnels et notamment des professionnels de jeunesse. Ce qui ressort beaucoup du dossier et ce qu'on a dit, c'est en termes d'expérience commune, les terrains sont quasiment tous traversés par des transformations urbaines, des rénovations urbaines, et parfois certains depuis qu'ils sont nés. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'ils sont en rénovation et qu'ils ont eu des déménagements forcés, qu'on les a changés de logement, qu'ils aient choisi ou pas, etc. Donc la question de ces rénovations qui se font sans nous ressort énormément en fait, de la recherche. Ça ressort dans le numéro à travers deux, mais surtout spécifiquement un article. Donc oui, ce constat il est partagé, c'est-à-dire que il existe des consultations, mais généralement ça se fait sans nous. Et même quand on essaie d'y participer, on voit bien que ce qui se constitue nous échappe en partie et entraîne une inquiétude de est-ce qu'on va pouvoir nous se maintenir ici, mais surtout est-ce que nos parents vont pouvoir se maintenir dans ces quartiers-là. Donc ça encourage bien évidemment à mettre en place des processus de réelle participation et non pas uniquement de participation qui ne serait que de la consultation ou un vernis de participation, sachant que la recherche qui est menée sur la participation des habitants, sur les conseils citoyens, etc., a plutôt une approche assez critique de ce qui est fait jusqu'à maintenant. Donc notre recherche ne peut qu'encourager le fait que ces habitants, je vous encourage à aller voir, en fait, l'ouvrage est adossé, ou à l'ouvrage est adossé un site internet, voilà, dans lequel on retrouve les notices, mais dans lequel aussi il y a toutes les capsules vidéo des jeunes. Et en fait, il y a une capsule qui est évoquée dans un des articles où vraiment les habitants disent « mais nous, on vit ici, on vit H24 ici ». Et au-delà, bien sûr, de leur expertise, de leur savoir expérientiel, etc., on voit bien la violence que c'est d'être agi. Et je finirai sur ça, c'est-à-dire de manière générale, ce qui ressort, c'est ça, c'est-à-dire cette navigation entre la volonté qu'on a eue de ne pas justement avoir une vision qui serait univoque, misérabiliste sur les jeunes des quartiers populaires, et en montrant qu'ils sont réellement quand même atteints par des politiques qui se font sans eux, voire contre eux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste pour les mots de la fin, vraiment, sur cette enquête, elle est intéressante aussi par la dimension méthodologique qu'elle a mis en place, par la participation des jeunes, et elle a tout un caractère original qui est hyper accessible, notamment sur tout un site où vous pouvez consulter, et ça peut donner des idées autrement sur l'accessibilité de la recherche, la discussion autour des... Enfin, voilà, la recherche, elle n'a pas une fin en soi, elle continue, elle a vécu, elle continue de vivre. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On va respecter le temps. Il est 19h00, fidèle à moi-même, on finit à l'heure. Le prochain numéro de la revue portera sur les jeunes ultramarins. La conférence débat se tiendra aux Antilles au mois d'octobre si quelques-unes ou quelques-uns ont la chance d'y être. Et sinon, ça sera en capsule vidéo. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne lecture et une bonne soirée. Merci.